Bonjour. Je voudrais parler de morphopsychologie. Ça fait penser au docteur Corman. Nous avons eu dans notre association astrologique, il y a une quarantaine d'années, Marielle Clavel, Garel, qui faisait des cours de morphopsychologie ou d'astromorphopsychologie. Euh, Ça s'appelait autrefois la physiognomonie. On trouve ça dans les traités du XVIe siècle, chez Cardan, chez d'autres. En même temps que d'autres formes de divination, comme la métoscopie, qui ça regardait les lignes du front, etc., la chiromancie, etc. Là, ce qui est intéressant dans cette idée de morphopsychologie, c'est le visuel, bien évidemment. C'est-à-dire que nous captons des signaux en regardant la personne. En tout cas, nous sommes censés en capter. C'est avant même de parler. Parce que ce qui caractérise la morphopsychologie, c'est qu'on n'a pas besoin de parler. On regarde la personne et on sait des choses sur elle en la regardant. Et on rapproche évidemment cette personne d'autres personnes qu'on a pu connaître qui ont le même type, qui ont les mêmes caractéristiques, qui ont les mêmes traits. Le même type de la façon dont les récepteurs, comme dirait Corman, sont ouverts ou fermés, par exemple. On pourrait parler aussi de la graphologie, qui est aussi une façon de juger les gens, non pas par ce qu'ils écrivent, mais la façon dont ils écrivent, c'est-à-dire dont ils forment les lettres. Donc c'est quelque chose de très extérieur, mais ça a ma sympathie parce que je crois beaucoup, dans cette démarche un peu paléo, je crois beaucoup au message que nous captons visuellement, au savoir que nous captons visuellement, et qui sont très empiriques par certains côtés, mais qui ont peut-être une certaine véracité. Alors nous sommes tous, je pense, sensibles quand nous regardons quelqu'un à certains traits de son visage, ses yeux, sa bouche, ses dents, ses oreilles, son nez, etc., etc. C'est très probable. Alors, qu'est-ce que valent tout cela? Qu'est-ce que ça vaut tout cela? J'aurais tendance à dire, même si ça ne correspond pas tout à fait à ma démarche en général, que c'est quand même assez subjectif. C'est-à-dire que, au fond, pour dire les choses un peu comme ça, un peu sommairement, c'est une forme d'immunité, d'auto-immunité. Il y a quand on voit certaines personnes, on n'a pas envie de les fréquenter. Il y a quelque chose qui nous conseille de ne pas aller vers ces personnes. Et c'est le résultat d'une expérience qui vient avec l'âge, etc., euh, plus ou moins engrangée, comme ça, on a observé qu'un certain type de visage, un certain type de regard ne nous était pas bénéfique. Donc, on ne rentrera pas dans cette causerie sur des questions de est-ce que ça a une valeur générale, universelle. Non. C'est pas ça qui m'intéresse ici, c'est la dimension du visuel dans la façon dont nous gérons notre propre vie individuelle. Ce que nous regardons. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai toujours accordé énormément d'importance à quelque chose d'extrêmement étroit dans le visage, qui est l'ouverture des narines, par exemple. Or, quand on regarde une photo par une publicité, parfois on ne voit pas vraiment la structure interne du nez, on ne voit pas forcément les narines par en bas ou sur le côté, etc. Mais depuis quelques temps, depuis quelques années, j'ai remarqué que les photographes avaient compris toute l'importance du nez. On n'a jamais vu autant de nez de plus près, autant de narines. On s'est aperçu, j'en suis ravi d'ailleurs, mais ça n'est certainement pas dû à mon influence, on n'a jamais vu autant cette partie du nez, cette partie du visage qu'on aurait peut-être pu négliger, n'est-ce pas? Par exemple, dans bien des peintures, dans bien des portraits, on ne voit pas spécialement les narines. Et de plus en plus,
on les voit, et c'est assez charmant d'ailleurs, mais c'est surtout une esthétique de la narine qui n'avait pas été appréciée. On ne disait pas d'une femme « Oh, comme elle a de belles narines ». On pouvait dire qu'elle avait un beau nez. On pense à la formule concernant Cléopâtre. Si le nez de Cléopâtre avait été plus ceci ou plus cela, la face du monde aurait été changée. Mais on ne parle pas des narines. Aujourd'hui, ça prend plus de signification. Et je ne dis pas que les gens parlent des narines des uns et des autres. Ça peut d'ailleurs être aussi valable du point de vue du regard des femmes sur les hommes. Mais le profil, la, le message, la forme des narines, tout cela est engrangé et considéré. Et on aurait bien tort de ne pas en tenir compte. Hein. Parce que si on se prive d'informations de ce type, où est-ce qu'on va? Comment on fait son choix? Comment on décide ce qu'on prend et ce qu'on ne prend pas? Donc on est obligé, notre mental, notre cerveau est obligé de se construire comme cela, tout un système de filtrage, de tri, au sens du mot anglais, trial, jugement. On porte des jugements a priori, et on ne peut pas ne pas les porter, parce que si on ne les portait pas, on aurait une somme d'informations absolument ingérable. Donc on fait déjà un premier tri. Premier tri, par exemple, je choisis nécessairement et automatiquement des femmes qui ont un certain type de visage, un certain type de narine. D'ailleurs, le type de narine ne détermine pas forcément le type de visage dans sa globalité. D'autres personnes vont dire autre chose, bien entendu. Ils vont comme ça, à tort ou à raison. À tort ou à raison. Mais ça correspond à une nécessité. Bon, on peut faire de mauvais choix, on peut avoir de mauvais critères, mais c'est quelque chose qui s'est mis en place. Voilà, donc je vous demande de réfléchir sur la façon dont vous avez, en quelque sorte, mis en place un système comme ça de jugement a priori, de préjugés, qui vous permet déjà d'évacuer, d'éliminer certaines personnes parce qu'elles n'ont pas les yeux qui vous conviennent, qu'elles n'ont pas le visage, le nez, le visage c'est un mot trop vague, le nez qui vous convient, ou la bouche, ou la forme de la bouche, ou la dentition, je ne sais pas, qui vous convient, et on pourrait faire tout un travail là-dessus, peut-être même une thèse de doctorat de psychosociologie là-dessus, je ne sais pas, sur notre rapport cognitif à nos contemporains, sous cet angle-là. Cela dit, je crois que, et je terminerai sur ce point-là, je crois que cet exercice ne peut pas s'opérer en ce qui concerne une race différente. Je ne vois pas appliquer mes critères à des Asiatiques ou à des Noirs. Parce que ma sensibilité, ma façon de capter les choses s'est exercée essentiellement sur des Blancs et sur le groupe auquel j'appartiens. En revanche, je dirais aussi que ce système, je n'exerce que par rapport aux femmes et non pas par rapport aux hommes. Je ne suis pas dans le regard je ne regarde pas les hommes, donc ce critère-là ne m'intéresse pas, ne fonctionne pas. Il fonctionne par rapport aux femmes. Je pense je peux déterminer avec quel genre de femme je peux m'entendre d'après l'organisation de leur nez, le découpage, la topographie de leur nez, si on peut dire. À tel point que chaque fois que j'ai éludé, esquivé certains critères qui sont importants pour moi, j'ai connu des déconvenus. J'ai connu des personnes qui n'avaient pas le comportement que j'espérais. Et qui, finalement, avec lesquelles les choses n'ont pas progressé, n'ont pas abouti. Je ne dis pas que ça garantit une relation à vie, ce n'est pas la question, mais que ça garantit que les choses prennent une certaine tournure et arrivent jusqu'à un certain point où, quelque part, la relation prend véritablement corps, c'est le cas de le dire, notamment sur le plan sexuel. Et chaque fois que j'ai enfreint la règle que je m'étais posée, j'ai eu des résultats décevants. Voilà. Et donc, c'est une enquête que je lance comme cela. Hein. La dimension visuelle
comme information préalable à la décision d'entretenir une relation de proximité avec une personne notamment de l'autre sexe. Et ce serait intéressant qu'il y ait des discussions à ce sujet.